Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue ici au Muséum Aquarium de Nancy. On va parler évidemment des mers, on va parler des océans. Bref, on va faire une petite plongée dans ce garde-manger qui est apparemment en péril. Vous allez nous en parler d'ici quelques instants. Et vous allez nous en parler. Dominique Chardard, maître de conférence et en charge de la direction scientifique du Muséum Aquarium de Nancy, et Elisabeth Vallée, directrice d'éthique océan. Juste un petit mot en introduction peut-être pour remercier le Muséum Aquarium de Nancy de nous accueillir. Lucille, oui, bien sûr qu'elle va parler de sa directrice, qui a en plus, je crois, une petite annonce à faire, histoire de donner rendez-vous de nouveau à tout notre public à l'automne prochain pour parler cuisine, je crois. Exactement, c'est ça. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis la directrice du Muséum Aquarium, mais je suis aussi la directrice d'un autre établissement culturel qui s'appelle le Féru des Sciences. Et le Féru des Sciences, cet automne, va s'intéresser à la cuisine. C'est notamment pour ça qu'on a souhaité participer à cet événement. On fait une exposition qui s'appelle Chemical Kitchen. Et notre objectif, finalement, c'est de s'adresser à un public très large et d'expliquer que dès qu'on fait une action culinaire, quelle qu'elle soit, je fais une mayonnaise ou je fais un gâteau au chocolat, je fais de la chimie. Et c'est notre façon à nous de rendre la cuisine accessible. Tout ça pour dire que forcément, cette thématique-là nous est chère, et pas uniquement parce qu'on présente des poissons qui, parfois, peuvent se manger. Voilà, je vous remercie. Merci Lucille. Dominique, je vous propose de commencer. On a à peu près, je crois que vous avez un petit quart d'heure, Madame Vallée à peu près une demi-heure, et puis on prendra un temps pour évidemment répondre à vos questions. C'est à vous. Très bien, merci. Eh bien, tout d'abord, je suis ravi de vous accueillir ici au sein du Muséum Aquarium pour parler de biodiversité. La biodiversité, souvent, quand on en parle, c'est pour dire qu'elle est en danger. Mais la biodiversité, elle est très importante pour nous parce que elle nous procure tout un tas de services. C'est ce qu'on appelle les fameux services écosystémiques, dont le premier, c'est notre alimentation. Alors effectivement, on va parler ce soir de ressources aquatiques et de ressources alimentaires qui effectivement sont en pas très bon état. Alors, un tout petit rappel assez rapide sur en fait, la crise de la biodiversité actuelle. On distingue 5 grandes causes de déclin de la biodiversité auprès de mes étudiants, auprès du grand public. J'ai l'habitude d'appeler ça les 5 cavaliers de l'apocalypse. Alors bien sûr, on a la pollution, le changement climatique, la dégradation du milieu. Donc là, c'est une photo aérienne des côtes du Honduras où tout ce qui est en sombre, ce sont des mangroves. Certains d'entre vous ont pu avoir une présentation sur les mangroves dans l'établissement. Et ces mangroves, leur étendue diminue chaque année. Alors ici, la problématique, c'est que tout ce qui est à l'intérieur des terres, c'est de l'aquaculture qui grignote petit à petit le territoire des mangroves. Autre moteur de déclin de la biodiversité, les espèces invasives. Avec ici l'exemple de la rascasse qui pose de gros problèmes aux Antilles, dans les Caraïbes. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement ce soir, c'est la surexploitation des ressources. Alors, je suis allé chercher pour préparer cette conférence les derniers chiffres de la FAO. La FAO, c'est la Food and Agriculture Organization, une émanation de l'ONU, qui a en charge tout ce qui est production agricole ou aquacole au niveau mondial. Alors, qu'est-ce que nous disent ces chiffres? Eh bien, il y a 2 grands types de production quand on s'intéresse aux ressources aquacoles. Les captures, donc la pêche, et l'élevage, l'aquaculture. Alors ici, vous avez l'évolution de ces différentes activités ces dernières années. Alors ce qui est en bleu clair, ce sont les captures en milieu marin. En bleu foncé, c'est en eau douce. Et même chose pour l'aquaculture en rose. En rose clair, c'est l'aquaculture en milieu marin. Et en rose plus foncé, c'est en eau douce.
Alors si on représente ça d'une autre façon, eh bien, vous voyez sur ce deuxième graphique que les captures, eh bien, depuis les années 90, on voit en gros que ça stagne. Par contre, l'aquaculture, c'est un développement extrêmement rapide. Et ces dernières années, hein, l'aquaculture a dépassé en tonnage le volume des pêches. Bon, très rapidement, pour vous montrer un peu comment ça se répartit au niveau mondial. Ici, vous avez la répartition de ces productions au niveau des différents continents, avec la Chine qui a été exclue parce que c'est un très très gros acteur, hein, vous vous en rendez compte. Hein. Donc vous avez la Chine, l'Asie hors Chine, le continent européen, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine, en incluant les Caraïbes et l'Océanie. Alors attention, faites attention, les échelles ne sont pas les mêmes sur les graphiques. Si on regarde maintenant au niveau des pays, ici vous avez les principaux, enfin le top 10 si on peut dire, mais cette fois-ci c'est uniquement au niveau des pêches en milieu marin. Avec les différents acteurs, la Chine, l'Indonésie, le Pérou, la Russie, les États-Unis, l'Inde, le Vietnam, le Japon, la Norvège et le Chili. Donc ça, ce sont les 10 premiers producteurs. Vous voyez que si on cumule leur volume de pêche, hein, ça représente 60% de ce qui est pêché au niveau mondial. Bon, ça c'est pour faire un état des lieux de ce qui est pêché. Alors vous voyez que ça représente quand même 90 millions de tonnes, en gros, par an, hein, qui est extrait par la pêche des océans. Alors la problématique, c'est que on a tout un tas d'autres indicateurs qui montrent que cette activité est en grand péril. À commencer par les stocks halieutiques, hein, les stocks des espèces qui sont pêchées, où est-ce qu'on en est? Eh bien ici, la FAO estime que, vous voyez le chiffre, hein, vous avez plus d'un tiers des stocks qui sont surexploités. Je vous montrerai une autre source tout à l'heure qui considère que c'est presque un stock sur 2 qui est en fait surexploité. Au niveau français, alors là c'est des chiffres de l'IFREMER. L'IFREMER, c'est l'Institut français pour la recherche pour l'exploitation. Donc ici, c'est des données que vous trouvez directement sur leur site. Hein. Elles sont toutes récentes. Elles ont été mises en ligne il n'y a pas très longtemps, 2-3 semaines je crois. Et ici, vous avez les volumes de pêche, enfin les pourcentages en fait, de stock de poissons suivant leur état. Alors en vert, en bon état, donc il n'y a pas de souci. En jaune, c'est reconstituable. Ça veut dire que c'est surexploité, mais bon, on pense qu'on peut reconstituer les stocks et qu'il y a en général des mesures de prise pour reconstituer ces stocks. En orange, ce qui est surpêché. En rouge, surpêché et dégradé. En noir, c'est carrément effondré. Et ce qui est intéressant, vous voyez aussi qu'il y a un pourcentage non négligeable d'espèces pour lesquelles on n'a pas vraiment de données. Hein. C'est ce qui est non classifié ou non évalué parce qu'on n'a pas d'informations dessus. Alors on voit que la progression quand même donne un peu d'espoir, hein, parce que vous voyez que la proportion de poissons en vert augmente depuis une vingtaine d'années. Bon, ça c'est au niveau français. Au niveau international, c'est pas tout à fait la même chose. J'ai ici repris une publication qui est toute récente, hein, qui date du mois de décembre dernier, par des chercheurs très impliqués en sciences halieutiques et qui font un petit peu un état des lieux de l'activité de pêche. Alors, si on reprend les principales informations de cet article, eh bien, comme les données de la FAO, eh bien, cet article montre que oui, on a une stagnation, hein, des volumes de capture. Ce qu'on peut rajouter, c'est l'information sur les pêches illégales.
parce que la FAO, bon, c'est bien, ce sont des données officielles, mais quelquefois, il n'y a pas toutes les informations. Et notamment, il y a un gros volume de pêche illégale. Alors ici, c'est une estimation, mais vous voyez que tout ce qui est en noir sur le graphique, presque un poisson sur 4, ou un organisme sur 4, c'est de la pêche illégale. Alors, au titre des autres problèmes, on pourrait se dire, bon, ok, les pêches stagnent, c'est peut-être qu'on pêche moins. Non, on pêche de plus en plus. Et ça, c'est ce que vous montre ce deuxième graphique. Ce deuxième graphique, il montre ce qu'on appelle l'effort de pêche. Alors, il y a l'effort nominal et l'effort effectif. On pourra en rediscuter par la suite, parce que c'est quelque chose d'assez difficile à estimer. Et vous voyez que cet effort de pêche, il augmente. C'est-à-dire qu'on met de plus en plus d'énergie pour pêcher le même niveau de volume de poissons ou d'autres organismes. Parce que ces données, en fait, il y a les poissons, les crustacés, les mollusques. Puis j'en oublie peut-être un dernier. Par contre, il n'y a pas les productions d'algues, enfin l'exploitation des algues ici. Le pourcentage de stock surexploité augmente. C'est le même graphique que ce que je vous montrais tout à l'heure. Mais ici, vous avez les données de la FAO en noir et vous avez les données en bleu d'un autre organisme qui s'appelle Sea Around Us. C'est une association qui aussi collecte des données et qui, en rajoutant des données non prises en compte par la FAO, aboutit à ces chiffres encore plus inquiétants que, vous voyez, on est alors je crois que c'est 46%, mais presque un stock sur 2 qui est surexploité. Le niveau trophique des captures diminue. Alors, le niveau trophique, qu'est-ce que ça veut dire ? Quand on est dans un écosystème, vous savez qu'il y a les petits qui vont être mangés par les moyens, qui vont être mangés par les gros, qui vont être mangés par les très gros, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle la pyramide alimentaire. Et typiquement, l'activité de pêche, on va pêcher les organismes qui sont en haut de cette pyramide. Les plus gros, et en général, qui sont des carnassiers, des carnivores. Mais quand on a épuisé les plus gros, on va descendre dans la chaîne alimentaire. On va pêcher les moyens. Et puis après, on pêche les plus petits. Et ainsi de suite. Ce que montre ce graphique, c'est qu'effectivement, on maintient à peu près les 90 millions de tonnes pêchées annuellement, mais en allant de plus en plus profond pour arriver à trouver des poissons, et en pêchant des poissons qui sont de plus en plus bas dans l'échelle trophique. Donc là, ça montre aussi bien la problématique de l'épuisement des stocks. Alors, les anglo-saxons ont appelé ça l'effet fishing down des écosystèmes. C'est-à-dire qu'on pêche de plus en plus profondément, aussi bien dans la profondeur des océans qu'au sein des écosystèmes. Autre problématique, tout ça va entraîner des problèmes de déclin de la biodiversité. Alors ici, c'est un indice qu'on appelle le Red List Index, l'index liste rouge. Alors ça, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature. Vous savez, c'est cet organisme international qui établit les listes rouges pour dire telle espèce est en danger, telle espèce, attention, va être en danger d'extinction, etc. Et donc, cet indice prend en compte les espèces marines et prend en compte l'évolution sur ces dernières années. Combien d'espèces ont vu leur statut se dégrader ou s'améliorer? Et quand vous avez l'indice qui baisse, ça veut dire que vous avez de plus en plus d'espèces qui passent en danger d'extinction, voire pire, en danger critique. Donc là aussi, les indices qui évaluent la biodiversité sont assez alarmistes. Un point par contre favorable, je l'ai mis en vert, parce qu'il y a quand même des choses qui sont bien. On constate qu'il y a une diminution des rejets en mer. Alors effectivement, lorsqu'on pêche,
il y a souvent ce qu'on appelle des prises accessoires, les bycatch, disent les anglo-saxons. C'est-à-dire qu'on pêche des poissons, mais il y en a qui ne nous intéressent pas. Et avant, c'était rejeté dans la mer. Mais évidemment, c'était de la biodiversité perdue, puisque souvent ces poissons ne survivaient pas. Alors maintenant, ça a diminué, donc c'est une bonne chose. Donc au moins un point de satisfaction dans l'évolution de l'activité de pêche. Alors à quoi on peut attribuer ça? Il y a trois gros facteurs qui expliquent cette diminution des rejets en mer. Ces poissons, auparavant qui n'étaient pas intéressants, maintenant on arrive à les recycler comme nourriture pour l'aquaculture. Donc du coup, c'est plus rejeté. Ce qui avant était des déchets, finalement, on arrive à leur trouver une seconde vie comme nourriture pour l'aquaculture. Il y a la législation aussi qui a évolué. La Norvège a enfin pris des mesures contre le rejet en mer ces derniers temps. Et puis on a des techniques de pêche qui sont un peu plus spécifiques, qui vont cibler les espèces qui nous intéressent, mais pas trop les autres. Alors on pourrait dire que tout va bien de ce point de vue-là. C'est aller un peu vite en besogne, parce qu'il y a quand même des activités qui restent extrêmement problématiques. Vous avez peut-être entendu parler du chalutage de fond. Alors ça, c'est absolument catastrophique. Non seulement c'est pas du tout spécifique, mais en plus ça détruit complètement les écosystèmes en profondeur. Et malgré tout, il y a encore une grosse part de rejet en mer, y compris au sein de l'Union européenne. À tout ça s'ajoutent les effets du changement climatique. Alors effectivement, le changement climatique, il n'y a guère plus que de l'autre côté de l'Atlantique qu'on le nie encore, mais bon, il est maintenant évident. Et on en voit les effets aussi au niveau de l'océan. Donc là, vous avez un graphique qui montre l'augmentation des températures de surface. Et ça, c'est des simulations. Alors, ce ne sont que des simulations, mais on essaye de prévoir un petit peu quel va être l'impact du changement climatique sur les activités de pêche et sur le volume. Évidemment, les simulations sont assez pessimistes. Alors, ces effets du réchauffement climatique, quelquefois, ça a annulé complètement des mesures qui allaient dans le bon sens, à savoir, on met des quotas pour essayer de reconstituer des stocks. Et puis finalement, vous avez le réchauffement climatique qui arrive et qui va encore complètement déprimer les stocks. Et finalement, les efforts que vous avez faits au niveau des pêches, c'est réduit à néant parce qu'il y a le réchauffement climatique qui se surajoute à cette problématique. Bon, le management, ça c'est problématique. On pourra aborder ces problèmes-là, mais voilà, quand vous avez des gouvernements qui vont subventionner l'activité de pêche, on parle de subventions toxiques dans les sciences halieutiques pour des subventions qui vont encore aggraver les problèmes de l'état des stocks. Donc il y a pas mal de pression politique. Mais il y a aussi des problèmes scientifiques, des modèles prédictifs qui sont défaillants. C'est extrêmement difficile de prédire quelle va être l'évolution d'une population. En milieu terrestre, c'est facile. Vous comptez les individus, allez compter des poissons. C'est impossible. Donc vous essayez de prendre tout un tas de paramètres en compte pour essayer de faire des prédictions. Et puis malheureusement, souvent on s'aperçoit que nos modèles ils sont un peu trop optimistes. On a prévu des quotas, mais qui sont encore trop élevés. Alors, une source de satisfaction. On commence à avoir un peu plus de management basé sur les écosystèmes. C'est-à-dire qu'on s'inspire un peu plus des écosystèmes pour gérer les choses de façon durable. Donc ça, c'est quelque chose qui commence à faire son chemin dans les esprits. Mais malheureusement, ça ne se traduit pas encore beaucoup par des actions véritablement concrètes sur le terrain. Donc de ce point de vue-là, on est sur la bonne voie. Mais il n'y a pas encore de résultats concrets à ce niveau-là.
Voilà, ça reste encore très, très sous-utilisé. Et puis à ça, on peut rajouter tout un tas de nouvelles menaces. La pollution plastique. Ben oui, le plastique est partout et on le retrouve y compris dans les poissons qu'on pêche, y compris dans les poissons qu'on va pêcher jusque dans l'Antarctique. On trouve du plastique. Alors ça pose des problèmes aussi de santé humaine, parce que le poisson contaminé au plastique que nous on ingère après, quel est l'effet sur la santé? Des problèmes d'aquaculture aussi. J'ai échangé quelques mots avec Elisabeth Vallée juste avant. Malheureusement, oui, l'aquaculture, on pourrait se dire, s'il n'y a pas assez de volume de pêche, il y a l'aquaculture qui va prendre le relais. Oui, mais attention, il ne faut pas arriver à l'élevage industriel comme on l'a fait avec les mammifères, comme on le fait avec les volailles et toutes les problématiques qu'on rencontre actuellement. Donc l'aquaculture est vraiment à un tournant. Les inégalités sociales. Oui, quand vous avez des pays qui ont les moyens d'envoyer des flottilles de pêche à grande échelle, qui viennent pêcher dans les eaux territoriales des pays en voie de développement et qui viennent complètement assécher les volumes de pêche des pêches minotières, c'est-à-dire les pêches de subsistance des populations locales, qui n'ont pas trop le choix pour se nourrir que de dépendre de ces pêches, évidemment, c'est assez alarmant. Et puis, oui, dans les grands fonds, il y a pas mal de minerais. Donc il y a pas mal de projets d'exploitation minière à grande profondeur qui vont sans doute encore aggraver les choses. Voilà, petit aperçu rapide. Alors, je suis désolé, ça casse un peu l'ambiance, mais je pense qu'il faut parler vrai dans ces occasions-là pour montrer quelle est la situation. Des solutions, il y en a, mais après c'est la volonté pour les mettre en place. Vous savez comme moi que la meilleure volonté du monde peut se heurter après aux problèmes sociaux, aux problèmes économiques. Bon, voilà, il faut essayer de faire avec tout ça. Voilà pour ce petit état des lieux de la pêche et des productions aquacoles. Alors on dépend encore beaucoup de ces productions. C'est pas une mauvaise chose quand on dit que les écosystèmes peuvent être productifs, c'est pas un gros mot. Non, on dépend des écosystèmes pour notre alimentation. Après, il faut que notre lien avec les écosystèmes soit plus gagnant-gagnant, soit dans les deux côtés, et que ce soit plus durable. Voilà, merci. Et puis je vais passer la parole à Elisabeth Vallée, que je suis absolument ravi d'accueillir ici à Nancy. Merci. Je prends ça aussi. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci pour votre accueil ici à l'Aquarium. Et merci à Carole Bussy pour cette invitation. Je suis ravie d'échanger avec vous sur ces sujets qui nous tiennent très à cœur au sein de l'association que je représente. Donc, je suis la directrice d'Éthique Océan, une association environnementale qui travaille avec l'ensemble des acteurs de la filière pour essayer de concilier la cuisine, l'alimentation et la préservation des ressources de la mer. Donc je vais essayer d'apporter quelques messages positifs dans ce contexte qui malheureusement est assez alarmant. Mais j'ose espérer qu'il est possible de concilier. Une petite introduction sur notre association. Nous sommes une ONG, organisation non gouvernementale, qui avons la spécificité de travailler avec l'ensemble des acteurs de la filière, à la fois les producteurs, pêcheurs et aquaculteurs, et tous les acteurs de la distribution, les marailleurs, les grossistes, les enseignes de la grande distribution, les poissonniers et le secteur de la restauration, que ce soit la restauration commerciale, la restauration collective
dernier maillon de la filière, les restaurateurs. Donc nous travaillons avec la restauration commerciale, la restauration collective et également les traiteurs, tous ces derniers maillons avant le consommateur final. Et pour le secteur de la restauration et de la poissonnerie, nous travaillons également avec la future génération de ces professionnels, puisque nous intervenons également beaucoup dans les centres de formation. Quelques mots pour vous présenter notre président, Gilles Boeuf, qui est un océanologue, expert en biodiversité. C'est l'ancien président du Muséum national d'histoire naturelle. Et Olivier Rollinger, qui est notre parrain, chef cuisinier très engagé sur tous ces sujets, et notamment sur le lien entre l'alimentation et l'environnement. Donc, petit rappel sur l'importance de l'océan et de la surface qu'il... Pardon ? Oui, je poursuis, il n'y a pas de problème ? Très bien. Donc 71% de la surface de la Terre, comme vous le savez, est couverte de l'océan. Constat alarmant que vous rappeliez, pollution, dérèglement climatique, surpêche. Il n'y a pas de hiérarchie entre ces grands enjeux, mais la surpêche est certainement l'action humaine qu'on peut inverser le plus rapidement dès lors qu'on sait qu'une population de poissons, de crustacés ou de mollusques est en situation de surpêche, c'est-à-dire que l'on pêche trop par rapport à la quantité qu'on devrait laisser dans l'eau pour que la population se renouvelle sur le long terme. Eh bien, dès lors qu'on est en situation de surpêche, si on met en place les mesures de gestion adaptées, on peut inverser la tendance et le déclin assez rapidement. Malheureusement, la situation est assez inquiétante puisque, comme vous le disiez, près de 38% des stocks sont surexploités au niveau mondial. Et cette pression qu'on exerce sur les ressources et l'impact de la surpêche est exacerbé par les enjeux de pollution et de dérèglement climatique. Donc là, on a vraiment l'impression que tout s'accélère et on ne sait pas trop vers où on va. Donc, les ressources marines ne sont pas illimitées, ça paraît une évidence aujourd'hui, mais il a fallu attendre les années 90 pour faire ce constat, parce que jusque dans les années 90, on pêchait un petit peu sans trop se poser de questions. Et c'est le triste épisode du cabillaud de Terre-Neuve au large du Canada, la fameuse morue de Terre-Neuve, qui a alerté sur le fait que on ne pouvait pas gérer sans réfléchir les stocks, puisque le cabillaud, qui était très abondant sur cette zone, a été surexploité jusqu'à effondrement. Et 35 ans après, cette population n'est toujours pas revenue. Que faisons-nous de ces produits de la mer? Nous les consommons en grande partie. Il y a beaucoup d'autres usages également. Notre consommation a doublé en 50 ans. Elle était de l'ordre de 10 kilos par habitant et par an dans les années 60 et aujourd'hui 20 kilos par habitant et par an, avec bien sûr une grande diversité. Vous avez des populations qui ne dépendent que de ces ressources aquatiques en termes d'apport protéinique. Vous avez l'Islande, les Maldives qui consomment plus de 80 kilos par habitant et par an, et puis d'autres pays où c'est de l'ordre de quelques kilos, comme le Brésil ou l'Inde. En France, nous en consommons actuellement un peu plus de 32 kilos par habitant et par an. En France, nous sommes, au niveau européen, nous sommes le 3e pays en termes de consommation des produits de la mer, sachant que nous importons 75% de notre consommation. Vous le savez aussi bien que moi, les espèces qui sont principalement consommées en France, on retrouve le cabillaud, le saumon d'élevage, et les crevettes et différentes espèces de thon, dont le thon listao et le thon albacore. Et au niveau des crevettes, c'est essentiellement les crevettes tropicales avec les enjeux qu'il y a sur les mangroves, comme Dominique l'évoquait tout à l'heure. Ici, vous retrouvez le graphique, mais qui est simplifié, graphique que présentait Dominique tout à l'heure. Je vais juste rajouter quelques informations par rapport à ce qui a déjà été dit. Un tiers des captures sauvages, donc là, la pêche, vous l'avez en bleu foncé, et l'élevage est représenté, la production d'élevage est représentée en bleu clair. Un tiers des captures sauvages
est destiné à la production de farine et d'huile de poisson pour nourrir les poissons d'élevage. Et vous voyez cette courbe, donc le graphique commence dans les années 50, après les années, dans un contexte d'après-guerre, dans un contexte de révolution industrielle où on a développé des techniques de plus en plus performantes qui permettaient de pêcher de plus en plus en quantité, de plus en plus loin, de plus en plus profondément. Et le palier que vous évoquiez tout à l'heure commence dans les années 90 avec ce triste épisode du cabillaud de Terre-Neuve. Et depuis, ce palier se maintient. On espère juste ne pas arriver à un effondrement général parce qu'on a ce palier qui montre que la mer ne peut pas nous offrir davantage de ressources que ce qu'on le prélève actuellement, malgré le fait que c'est surexploité à près de 40% et avec tous les autres enjeux de cette surpêche. L'aquaculture s'est développée dans les années 60 à partir du moment où on a su maîtriser la reproduction des animaux en captivité. Et dans nos pays, vous savez qu'on consomme énormément de poissons d'élevage, essentiellement carnivores, hein, le saumon, le bar, la dorade royale, le maigre. Ce sont des espèces qui ont besoin d'apports de farine et d'huile d'autres poissons, parce que sinon ils n'auraient pas les qualités nutritionnelles que l'on recherche avec ces fameux oméga 3. Mais il y a énormément d'enjeux autour de l'alimentation des poissons d'élevage. Donc ça, c'est les deux petits compléments que je voulais apporter sur ce graphique qui fait référence, hein, qui montre l'évolution de la production. Et l'élevage va continuer d'augmenter. Hein, cette croissance exponentielle continue. Donc ça fait à peu près 4-5 ans que la production d'élevage a dépassé les captures sauvages, ce qui veut dire qu'au niveau mondial, plus de la moitié des produits de la mer que nous consommons sont issus de l'élevage. Donc, les enjeux, je ne vais pas y revenir, ont été déjà évoqués, hein, surpêche, impact sur le milieu marin. Là, on va parler des techniques de pêche et de leur impact sur les écosystèmes et sur les animaux. Prise accidentelle et rejet, là, vous avez ce qui a été évoqué en millions de tonnes par an, ce qui est des quantités assez importantes. Pêche illégale qui est souvent associée à la pêche en haute mer, loin des juridictions nationales, mais la pêche illégale concerne en fait toute catégorie de secteurs. Ça peut être sur nos côtes, dans les eaux européennes, dans les eaux plus lointaines, en haute mer. On trouve malheureusement des activités illégales à tout niveau, mais bien évidemment, plus les bateaux sont grands, plus les impacts sont importants et si les pratiques sont mauvaises, plus c'est condamnable. Ici, quelques exemples concrets sur ce qu'on a fait de ces ressources, ce que nous avons pu causer comme dégâts. Donc le cabillaud, je vais juste compléter avec les graphiques que vous voyez. Le graphique est au milieu, juste en dessous de la photo de cabillaud. C'est les captures qui illustrent l'effondrement qui s'est passé dans les années 90 au large de Terre-Neuve. C'était donc une population extrêmement abondante. En bleu, vous avez les captures des Canadiens, donc qui pêchaient dans leurs eaux, et en vert, ce sont les captures des autres pays. Beaucoup d'Européens sont partis pêcher la morue, les fameux Terra Nova, qui partaient d'Europe et qui ramenaient cette morue. Et vous voyez les pics qui ont été très importants pour arriver à une première chute avec quelques mesures qui ont été mises en place et où on espérait que ça remonte. Et en fait, vous avez la chute libre dans les années 90 qui symbolise en fait l'effondrement d'un stock à partir du moment où on arrive à ce seuil. Donc on peut surexploiter à différents niveaux. Si on surexploite légèrement un stock de poissons, on peut ne pas mettre en danger sa population. Mais si on va trop loin dans cette surexploitation, eh bien on joue un petit peu à l'apprenti sorcier. Et si on atteint ce seuil d'effondrement, on modifie tellement l'équilibre de cet écosystème qu'on ne sait pas ce qu'il adviendra après. Certains stocks peuvent s'en remettre si on arrête la pêche. Là, le moratoire sur le cabillaud de Terre-Neuve a été décidé en 92 et donc 35 ans après, cette population ne s'en est pas remise. Et donc le cabillaud que nous consommons actuellement vient essentiellement de l'Atlantique Est et vous avez la carte en dessous qu'on reverra tout à l'heure.
Il n'y a plus qu'un seul stock qui est à 100% durable, c'est le stock islandais actuellement. Donc si on veut vraiment manger du cabillaud, c'est important de s'informer, de vérifier que le cabillaud vient d'un stock durable tel que l'Islande, mais on peut aussi diversifier notre consommation et aller vers d'autres espèces. L'autre exemple, c'est l'empereur, espèce emblématique des grands fonds qu'on a découvert dans les eaux européennes dans les années 70. Avec ces fameux chaluts de grands fonds. On est parti à la pêche de cette espèce sans trop connaître sa biologie. Et les espèces de grands fonds ont la particularité de vivre très longtemps. Ces individus peuvent vivre plus de 100 ans, mais ils ont une biologie très lente. Ils ont une maturité sexuelle très tardive. Il faut compter à peu près 20 ans pour qu'une population d'empereurs se renouvelle. Donc vous imaginez l'impact de la pêche sur des espèces aussi fragiles. Et en quelques décennies, on a décimé les stocks d'empereurs dans les eaux européennes. La pêche de cette espèce est interdite depuis 2014. On espère qu'ils s'en remettront un jour, ces beaux empereurs. Mais dans tous les cas, il y a aussi des côtés positifs. La réglementation change, pas assez vite, mais change sur certains sujets. Et dans les eaux européennes, il est interdit de pêcher dans les grands fonds en dessous de 800 mètres de profondeur. Donc ça, c'est une bonne chose pour ces espèces extrêmement fragiles et pour les écosystèmes de ces grandes profondeurs. Mais on pourra le voir tout à l'heure, on consomme des espèces importées qui sont pêchées au-delà de 800 mètres. Donc parce qu'ailleurs dans le monde, c'est autorisé. Le saumon de l'Atlantique, espèce dont vous avez certainement entendu parler, l'espèce sauvage est très très fragilisée. Il y a eu une surpêche très importante sur cette espèce. Le saumon que l'on consomme, c'est la même espèce, Salmo salar, c'est son nom scientifique qui fait référence. Donc c'est exactement cette même espèce, mais on a maîtrisé l'élevage en captivité, on a su l'élever. Donc c'est notamment la Norvège et le Chili, les deux pays les plus grands producteurs, et on est parmi les plus grands clients de la Norvège en termes de saumon d'élevage. Mais le saumon sauvage se trouve dans une situation extrêmement fragile. Vous savez peut-être qu'il partage sa vie entre l'eau salée dans l'océan et l'eau douce en rivière. Il remonte les rivières où ils sont nés pour se reproduire et y mourir. Et il n'y a pas que la pêche qui est responsable de son déclin. Il y a également tous les barrages qui sont sur sa route, la pollution des rivières qui impacte énormément leur fécondité. Donc toutes ces actions anthropiques, toutes ces actions humaines ont causé un déclin important de cette espèce. Et vous avez également l'exemple de l'anguille européenne, qui est une espèce migratrice également comme le saumon de l'Atlantique, mais qui a un cycle inversé. Elle se reproduit en mer, vers la mer des Sargasses, au large de l'Amérique du Nord. Les larves sont portées par le Gulf Stream, arrivent en Europe à l'état de civelle. C'est les petites anguilles qui font 12 cm, civelle ou pibale, selon les régions de France où on se trouve. Quand elles arrivent à passer les estuaires, elles remontent les rivières, elles grandissent, elles deviennent anguilles jaunes, anguilles argentées. Elles peuvent vivre plusieurs années dans ces rivières. Et lorsqu'elles sont prêtes, elles redescendent les rivières, elles reprennent la mer, elles reparcourent 6000 km pour rejoindre la mer des Sargasses, se reproduire. Et après la reproduction, les femelles meurent. Donc vous imaginez ce parcours de guerrières qu'elles ont. Et de la même manière que les saumons, elles souffrent également de toutes les autres actions. Il y a la pêche, la surpêche, le braconnage, pêche illégale sur des espèces qui se vendent très cher. Évidemment, ça incite des pratiques peu vertueuses. Mais de la même manière, la pollution des rivières pose problème pour la fécondité des femelles, et les barrages, de nombreux barrages n'ont pas de passe pour ces espèces, et donc les anguilles se trouvent broyées ou ne peuvent pas remonter. On leur casse leur cycle biologique, on interrompt leur cycle biologique. L'anguille est reconnue en danger critique d'extinction lorsque les civelles arrivent sur nos côtes, sur les côtes européennes.
Donc elles se répartissent dans sur les différents pays, sur la façade atlantique. Mais en fait, 90% des civelles arrivent en France, dans le golfe de Gascogne. Donc en fait, on est les premiers pêcheurs de civelles au niveau européen. On n'est pas les plus grands consommateurs, on l'exporte dans les pays plus consommateurs, Belgique, Pays-Bas, pays méditerranéens. Et on l'exporte également en Asie, alors qu'elle ne devrait pas être exportée. C'est utilisé aussi pour des actions de repeuplement, parce qu'il y a des essais qui sont faits pour essayer de repeupler les rivières. Malheureusement, ça ne marche pas. En tout cas, les études ne sont pas très probantes et représentent des fonds publics très très importants qui sont donnés pour ces actions de repeuplement, mais les résultats ne sont pas du tout probants. Malgré cette situation, espèce en danger critique d'extinction, le quota de civelles a été augmenté par notre ministre de la Pêche en 2023 et pour l'année 2024. Et pour cette année 2025, il reste également, le nouveau ministre est resté sur le même quota augmenté pour l'année 2024, ce qui est une totale aberration, alors que ça fait 20 ans que les scientifiques disent qu'il faut impérativement agir sur l'ensemble des causes du déclin sur cette espèce. Et depuis 4 ans, de manière consécutive, les scientifiques disent qu'il faut suspendre la pêche à minima. Eh bien, voilà, la situation, on est en train d'éteindre une espèce en l'espace de 40-50 ans. Et la carte que vous voyez en dessous, donc le noir, comme vous le disiez, c'est la couleur d'un stock effondré, ce qui n'est pas très réjouissant. Et ce que vous avez ici, alors c'est peut-être pas très lisible, ce sont 3 courbes, parce qu'il y a 3 principales espèces d'anguilles au niveau mondial. L'anguille européenne, dont je vous parlais à l'instant, l'anguille japonaise et l'anguille américaine. Et toutes les 3, en fait, connaissent un déclin similaire. Ici, vous avez l'exemple, un exemple plus positif, le thon rouge d'Atlantique et de Méditerranée, espèce qui était au bord de l'effondrement dans les années 2000-2010. Espèce emblématique de la surpêche et de la pêche illégale. Le thon rouge vient en Atlantique et vient se reproduire en Méditerranée. C'est en Méditerranée que l'on le pêche en grande majorité, 80% du thon rouge qui est pêché en Méditerranée part à l'export en Asie et notamment au Japon. Et dans les années 2000, jusque dans les années 2000, cette espèce à très forte valeur marchande faisait l'objet de peu de contrôle. Les scientifiques recommandaient un niveau de capture donné. Les quotas décidés par les ministres de la Pêche étaient bien supérieurs aux recommandations scientifiques. Et comme c'est une espèce à forte valeur marchande, les réelles captures étaient 3 fois donc dépassaient les quotas autorisés, étaient 3 fois supérieures aux réglementations, aux conseils scientifiques. Pardon. Donc vous imaginez bien qu'à ce rythme-là, ça ne pouvait pas durer. Et vous voyez la grande chute des captures qui s'annonce vers les années 2005. Et là, on a failli connaître la situation du cabillaud de Terre-Neuve. On était très proche de l'effondrement. Il y a eu alerte des scientifiques, une mobilisation citoyenne, des ONG qui se sont emparées du sujet, qui ont essayé de faire bouger les lignes. Et ça a fonctionné. La réglementation, maintenant, a été revue. Et c'est une des espèces les plus contrôlées dans le monde et qui a retrouvé un niveau sain, un niveau où on peut recommencer à consommer du thon rouge depuis quelques années. Nous, au niveau d'Éthique Océan, on avait mobilisé des chefs cuisiniers qui s'étaient engagés à suspendre cette espèce de leur menu et qui l'ont dit haut et fort. Donc on a contribué à notre manière à préserver cette espèce à côté des ONG qui ont fait un lobby politique très très fort parce qu'il a fallu mener des actions assez fortes pour bouger les choses parce que c'était on allait dans le mur et on entendait aussi à l'époque
des pêcheurs ou même des gens en charge de cette réglementation qui refusaient de voir la vérité en face. Et maintenant, ces mêmes professionnels disent qu'heureusement les ONG étaient là pour se mobiliser autour de cette espèce, parce que maintenant ils peuvent en vivre très correctement du thon rouge. Donc le thon rouge, c'est aussi un exemple qui montre que quand on veut bouger les choses et qu'on s'en donne les moyens, on peut inverser les choses. Donc là, on va arriver à des informations très concrètes. Vous, en tant que restaurateur, en tant que chef cuisinier, en tant que professionnel de la restauration, qu'est-ce qu'il faut faire pour acheter durablement, hein, c'est le mot, on parle d'achat durable, de poisson durable, de développement durable. Donc déjà, la première chose à faire quand vous achetez du poisson, c'est de savoir de quelle espèce on parle. De la même manière, ça paraît très basique, très simpliste, mais en fait, beaucoup d'espèces parfois peuvent être confondues pour une autre. Là, vous avez la photo de la dorade royale, mais souvent, au menu d'un restaurant, on a dorade. On ne sait pas si c'est de la dorade royale, de la dorade grise, de la dorade rose. Ce sont des espèces différentes qui sont dans des états environnementaux différents, et la dorade royale est la seule dorade qui peut être soit de pêche, soit d'élevage. Et le questionnement autour de la durabilité sera différent si on est sur un produit de pêche ou un produit d'élevage. Pour illustrer l'importance de savoir de quelle espèce on parle, là vous avez l'exemple du thon, des principales espèces de thon qu'on peut trouver également dans le commerce et au restaurant. Donc thon rouge, thon albacore, ont une chair extrêmement similaire, une chair très rouge, et souvent le thon albacore d'ailleurs est pris pour du thon rouge ou inversement. Enfin, on peut trouver du thon albacore vendu comme du thon rouge, et parfois c'est des erreurs, et parfois ça peut être pour vendre le thon albacore un peu plus cher qui ne devrait être vendu. Vous avez aussi le thon germon, là c'est le fameux thon blanc, donc la chair là est assez différente. Le thon listao, le thon obèse, le thon listao étant l'espèce de thon la plus consommée au niveau mondial. Donc là, vous voyez que sous chaque nom vernaculaire, on a un nom latin. C'est le nom scientifique. C'est ce nom qui fait référence que vos fournisseurs sont tenus de le mentionner sur les étiquettes des produits qu'ils vous vendent ou sur les factures. C'est la réglementation qui les oblige à indiquer ce nom scientifique sur les documents qui accompagnent les poissons que vous achetez. Ces noms scientifiques sont aussi, doivent être présents sur les étiquettes des poissonniers. Les poissonniers, que ce soit en grande surface ou les poissonniers détaillants, ont cette obligation de mentionner ce nom scientifique sur les étiquettes. Les restaurateurs, sur vos menus, vous n'avez pas cette obligation. Mais si un consommateur, un de vos clients vous demande confirmation de l'espèce proposée, vous devez pouvoir lui présenter ces informations. Ici, vous avez des exemples de provenance des produits de la mer que nous importons en France au quotidien. Les produits de la mer, c'est la denrée alimentaire la plus échangée au niveau mondial, avec tous les enjeux de durabilité, de traçabilité qu'on peut imaginer. Donc que ce soit des produits très lointains, que ce soit des produits plus proches dans les eaux européennes ou sur nos côtes, dans les eaux françaises, le raisonnement est le même en termes de vérification des critères de durabilité. Ici, vous avez à nouveau la carte mondiale avec les océans ont été découpés par la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. Et là, vous voyez que la zone 27, Atlantique Nord-Est, est la principale provenance pour les produits frais que nous consommons. Donc vous avez la zone 27 et la zone 37 qui concernent les eaux européennes. Et jusqu'en 2014,
vos fournisseurs avaient juste l'obligation de marquer sur les étiquettes des produits zone AN27, rien de plus. Depuis 2014, ils ont l'obligation de rajouter à la zone AN27 la sous-zone. Vous avez une sous-zone qui peut être écrite de différentes manières. Et pourquoi oh, pardon, je n'ai pas appuyé sur le bon bouton, je vais trop vite. Et vous voyez la carte qui est à droite ici, vous mentionne les sous-zones de cette zone ANE. Et pourquoi c'est important de bien connaître ces sous-zones? Je remets ici la carte des différentes provenances des différents stocks de cabillaud. Là, vous voyez l'importance de vérifier les sous-zones. Donc, toute la carte là, présente la zone AN27. Et vous avez différentes couleurs pour différents stocks de cabillaud. Et c'est à l'échelle de la sous-zone où vous pouvez vérifier si le cabillaud est durable ou pas. Et là, vous voyez que la zone 5A1 et 5A2, qui concernent les eaux islandaises, c'est le seul stock durable en ce moment. La Norvège était durable jusqu'à il y a encore 2 ans. C'est la première fois en 2024 qu'on voit les eaux norvégiennes passer dans l'orange. Ça veut dire qu'ils surpêchent leur population de cabillaud en espérant qu'ils réajustent le tir, mais ce qui n'est pas très réconfortant. Vous voyez au nord de la France, dans la mer du Nord, mer Celtique, autour de l'Irlande et du Royaume-Uni, le cabillaud est effondré dans ces zones-là. Il y a eu surexploitation, mais maintenant, même s'il reste quelques cabillots dans ces eaux-là, en admettant qu'on arrête complètement de les pêcher, c'est pas dit que le cabillaud revienne dans ces eaux-là, parce que l'impact du dérèglement climatique, du réchauffement des eaux, pousse ce cabillaud à rejoindre le nord dans des eaux plus froides, puisqu'il n'aime pas trop quand l'eau se réchauffe. Donc c'est là où on voit que tous les enjeux des océans sont imbriqués et peuvent influer même un rétablissement de stock si on arrête de pêcher une espèce. Après l'état du stock, la provenance et l'état du stock lié à la provenance, je vous parle d'un deuxième enjeu qui est très important lorsque vous décidez d'acheter des produits de la mer. Il est important de faire attention à la manière dont il a été capturé. Vous avez tous les enjeux des techniques de pêche, vous l'abordiez tout à l'heure. Chaque technique de pêche a été développée pour capturer les poissons et les autres produits de la mer selon leur habitat. Vous voyez qu'il y a différentes profondeurs en fonction des espèces. Donc, en fonction de leur habitat et de leur comportement, on a développé une diversité d'engins de pêche. Ici, vous avez l'illustration de quelques engins. Donc, sans rentrer dans les détails, il y a déjà des choses qui ont été dites. Ce qui est important, c'est de mémoriser qu'il y a 2 grandes catégories d'engins de pêche. Vous avez les engins dits actifs, comme les chaluts, que ce soit des chaluts de fond qui raclent les fonds, qui capturent ce qui se trouve sur les fonds marins, ou les chaluts pélagiques qui capturent les animaux dans cette zone-là, ce qu'on appelle la zone pélagique. Donc là, c'est des chaluts qui ne touchent pas les fonds, mais qui capturent tout ce qu'ils trouvent sur leur passage. Mais vous pouvez avoir des petits chaluts pélagiques et des très grands chaluts pélagiques qui auront des conséquences différentes. Et donc ça, ce sont les techniques dites actives, et vous avez les techniques dites passives, comme les casiers, la ligne, où on met des appâts et on attend que les animaux viennent récupérer l'appât et se prennent dans les hameçons. On a souvent tendance à catégoriser technique active, pêche industrielle, technique passive, pêche artisanale. En fait, il y a des bonnes et des mauvaises pratiques dans chacune des catégories. Ce n'est pas l'engin qui est synonyme de durabilité ou de non-durabilité, c'est son usage, c'est les habitats sur lesquels on va, sur lesquels on utilise ces engins. Et donc, il ne faut pas forcément opposer toujours ces 2 grandes catégories, mais bien évidemment, plus les bateaux sont grands, plus les pratiques sont mauvaises, plus les impacts sont conséquents et plus c'est condamnable là aussi. Donc,
provenance, état du stock, technique de pêche, les premiers critères de durabilité et un critère important également dans les critères de durabilité au moment des achats, c'est la taille de maturité. Beaucoup d'espèces que l'on consomme sont soumises à une taille légale de commercialisation en dessous de laquelle le pêcheur n'a pas le droit de pêcher et tous les acteurs de la distribution n'ont pas le droit de commercialiser. Mais ces tailles de commercialisation qui ont été pour beaucoup établies il y a quelques décennies quand il y avait abondance de ressources, eh bien, pour beaucoup d'espèces, ces tailles légales de commercialisation sont très inférieures à la taille de maturité sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'on capture et que l'on commercialise en toute légalité des animaux qui n'ont jamais eu le temps de se reproduire. Là, vous avez l'exemple assez criant du maigre que l'on peut commercialiser à partir de 35 cm. Et en fait, il faut attendre 70 cm pour qu'il puisse se reproduire. Donc, on invite, nous, tous les acteurs de la filière qui demandent des conseils en termes de critères de durabilité, on leur fournit un tableau qui montre la différence entre ces critères, ces tailles de maturité par rapport à la taille de commercialisation. Donc ici, vous avez résumé une petite checklist à bien garder en mémoire. Donc bien connaître déjà le nom scientifique de l'espèce que vous achetez, vérifier sa provenance et vous pouvez, avec les outils, et je vous parlerai du guide des espèces que l'on publie pour vous, vous pourrez vérifier l'état des stocks en fonction des provenances, la technique de pêche, s'orienter vers les techniques, les engins qui sont les moins impactants sur les écosystèmes. Ces trois premières informations qui sont en gras sont obligatoirement sur les étiquettes de vos fournisseurs ou sur vos factures et vous êtes en droit de les exiger si jamais vous ne les avez pas. La taille de maturité, c'est un critère supplémentaire, en particulier quand vous achetez des produits frais et entiers. Et après, on peut rajouter d'autres critères. Ça, ce sont vraiment les critères minimums. Et ensuite, vous pouvez rajouter l'empreinte carbone, vous pouvez vouloir valoriser la pêche française, mais pas forcément sans nuance. Vous avez vu l'exemple du cabillaud, c'est pas parce qu'on achète un poisson de nos côtes qu'il est forcément durable. C'est pas parce qu'on achète un poisson de la petite pêche française qu'il est forcément durable. Il faut avant tout vérifier l'état du stock. Ensuite, il y a un grand nombre d'autres critères qu'on pourrait développer. Je vais juste vous expliquer pourquoi j'ai mentionné simple ou double congélation au niveau des produits congelés et notamment des produits qu'on peut trouver aussi en restauration collective. Vous pouvez avoir du cabillaud pêché dans les eaux européennes, dans les eaux islandaises ou dans les eaux norvégiennes, qui est été évidé, congelé sur le bateau, envoyé en Chine, décongelé, fileté, recongelé et qui revient en Europe, que l'on retrouve dans nos assiettes. C'est le processus de double congélation. Certains acteurs de la grande distribution s'interdisent des achats de double congélation. Ils demandent à leurs fournisseurs des produits qui ne subissent pas cette double congélation pour éviter d'avoir des poissons qui font tout le tour de la planète avant de revenir dans nos assiettes. C'est certaines aberrations de cette denrée mondialement commercialisée. D'autres critères, la proximité, vous l'aurez compris avec l'exemple du cabillaud, c'est pas parce qu'on achète un poisson de nos côtes que c'est forcément durable. La saisonnalité, c'est un sujet parfois complexe à aborder. Il faut oublier la logique de saisonnalité qu'on a par exemple avec les fruits et légumes. Pendant des décennies, on a eu des calendriers de saisonnalité pour les poissons également qui indiquaient à quel moment on pouvait avoir telle et telle espèce. En fait, la saisonnalité d'un poisson peut recouvrir différentes situations. Mais en fait, j'aurais presque envie de vous poser la question, à votre avis, c'est quoi la saisonnalité d'un poisson ?
hors reproduction. Alors, la pêche, en effet, c'est lié à la reproduction, mais la pêche, par nature, pour la majorité des espèces, est une activité menée en pleine période de reproduction. Les poissons se regroupent pour frayer, c'est là où ils sont les plus faciles à capturer. Hors saison, il y en a moins, ils sont plus difficiles à capturer. Je schématise, parce que ce n'est pas toujours simple. Mais, donc, par nature, la pêche est une activité menée, dans beaucoup de cas, en pleine période de reproduction, pendant qu'ils se font des câlins, vous avez raison. Mais si le stock est en bon état, ça ne pose pas de problème. Si les quotas suivent les recommandations scientifiques, si la pêcherie est bien gérée, pendant ou en dehors de la période de reproduction, ça ne porte pas atteinte à la population. Et là, je vous ai mis l'exemple du maquereau. En imaginant que le stock soit durable, le maquereau, vous connaissez sa saison, c'est en début d'été, il est plus gras, c'est là où il est le meilleur, parce qu'il se prépare à la reproduction et parce qu'il est plus facile à capturer puisqu'il se regroupe. Mais si son stock est en bon état, il n'y a pas de raison de s'en priver là où il est le meilleur, pendant la période où il est le meilleur. Par contre, s'il ne se porte pas bien, depuis 2 ans, il ne se porte pas bien, il est surpêché, ce n'est pas uniquement pendant cette période de reproduction qu'il faut l'éviter, c'est toute l'année pour permettre au stock de se renouveler. Donc, en fait, la saisonnalité, il faudrait presque l'oublier pour les poissons parce qu'il faut davantage parler de disponibilité. Et si le poisson n'est pas disponible, de toute façon, on ne vous en propose pas. Vous voyez, au niveau de... Alors, le scray, c'est... Exactement. C'est l'exemple. Si la Norvège était tout en vert, je pourrais vous dire que c'est l'exemple d'un poisson pêché en pleine période de reproduction, puisque le scray, c'est du cabillaud, mais pêché pendant cette période-là parce il est apprécié, parce qu'il a une qualité de chair particulière. Mais c'est du cabillaud pêché en pleine période de reproduction. Et jusqu'à il y a encore 1 an ou 2, les stocks norvégiens restaient dans le vert, étaient durables. Donc ça montre qu'on peut pêcher pendant la période de reproduction sans porter atteinte à la population. Inversement, le cas de la sole, parce que c'est jamais simple au niveau des ressources de la mer, il y a quelques petites complications, mais la sole, c'est l'inverse du maquereau. Pendant la période de reproduction, la chair se délite, vous le savez mieux que moi, c'est difficile à travailler, il y a beaucoup de gâchis. Et même si le stock est en bon état, au niveau de la sole, il a une grande diversité de situations, c'est une aberration. On perd à peu près 30% de la ressource en le cuisinant, et en plus les femelles sont grainées, donc on paye la sole plus cher que ce qu'on peut valoriser, parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui valorisent non plus les œufs. Et donc là, c'est vraiment du gâchis sur une ressource vivante que de l'acheter, de la pêcher et de la consommer pendant cette période-là. Autant la laisser tranquille, la laisser se reproduire tranquillement et la déguster hors période de reproduction. En plus, il y aura, en général, elles sont plus grandes et la chair est de meilleure qualité. Voilà. Donc, c'est pour vous illustrer cette thématique saisonnalité qui n'est pas simple, mais qui demande juste qui vous amène à vous rappeler que c'est l'état du stock qui prime. C'est important de savoir que c'est lié à la reproduction, mais la coquille Saint-Jacques, par exemple, là on est en pleine saison, et la saison de la coquille, c'est la saison de pêche. On l'a laissé se reproduire pendant l'été, et on ouvre la pêche en octobre jusqu'à avril-mai, et là c'est inversement en dehors de la période de reproduction. Voilà, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc on oublie le terme saisonnalité, mais on parle d'état du stock avant tout. Un stock en bon état, on peut consommer l'espèce tout au long de l'année quand elle est disponible. Et un stock en mauvais état, il faut s'abstenir toute l'année. Quelques mots sur l'aquaculture.
L'aquaculture comporte différents métiers, différentes productions. Vous avez la pisciculture avec des élevages en cage posés en pleine mer, de la pisciculture avec des bassins à terre. Donc là, on imagine facilement que l'interaction avec le milieu sauvage est plus importante avec des cages posées en pleine mer que dans des bassins à terre. Au centre, vous avez tout ce qui est conchiliculture, mytiliculture, élevage de moules et d'huîtres. Et sur la droite, vous avez un exemple de crevetticulture. Vous en parliez tout à l'heure. La crevetticulture, les crevettes que l'on consomme, les crevettes roses, qui sont les crevettes les plus consommées d'une manière générale, sont essentiellement des crevettes tropicales, donc élevées sur des sites où autrefois il y avait des mangroves. Et donc l'élevage de la crevette a engendré la destruction massive de mangroves au niveau mondial, avec des conséquences très importantes sur les communautés locales. C'est des écosystèmes qui sont très riches et très importants pour les communautés locales et qui ont aussi un rôle pour lutter contre l'érosion. Donc dans le contexte actuel, c'est des choses qui sont très précieuses. Et certains élevages s'améliorent dans ce sens et replantent des grands. On voit qu'il y a des mangroves qui sont replantées, il y a des élevages qui intègrent les communautés locales, mais c'est important de savoir que les crevettes sont peut-être les espèces qui représentent les plus gros enjeux environnementaux au niveau des élevages. Et vous avez l'algoculture également, donc la production d'algues, que ce soit la culture d'algues ou la cueillette d'algues. C'est quelque chose qui augmente aussi dans nos pays occidentaux, mais des activités millénaires en Asie. Les enjeux de l'aquaculture vous sont résumés ici, on en a parlé. Donc l'alimentation des poissons, c'est un gros sujet. Il y a les poissons carnivores et d'autres poissons qui sont plus omnivores, à tendance herbivore, mais qui sont des poissons dont on n'aime pas trop les voir sur nos tables en France. Vous avez le panga, vous avez le tilapia, c'est des espèces qui sont souvent élevées dans des pays lointains qui sont moins appréciés dans nos pays, mais c'est peut-être ça l'avenir de l'aquaculture, des espèces qui ont un moins grand besoin de protéines animales. On parle aussi de l'élevage d'insectes pour nourrir les poissons d'élevage. C'est un secteur qui va certainement évoluer dans les années à venir. Mais voilà, parmi les grands enjeux de l'alimentation des poissons d'élevage, il y a tout ce qu'on appelle aussi les PAT, les produits d'animaux terrestres. On donne de la farine de volaille et de porc aux poissons, et on donne aussi de la farine de poisson aux volailles et aux porcs, aux animaux non ruminants, parce que les scientifiques qui ont fait des recherches pour alimenter ces animaux, ils raisonnent à l'échelle de protéines, peu importe la source, mais c'est vrai que ça peut poser un certain nombre de questions. Vous avez tous les enjeux des impacts environnementaux liés notamment aux cages de poissons posées en pleine mer. Les déjections des poissons sont très acides et sous les cages, ce sont des zones mortes où plus rien ne pousse. Donc ça, c'est des choses qui sont très importantes. Vous pouvez avoir des échappements, des interactions avec les animaux sauvages. Tout ce qui est traitement antibiotique, traitement vétérinaire qu'on peut donner aux poissons aussi lorsqu'il y a un contact avec le milieu sauvage direct comme cela également. C'est des choses à bien maîtriser pour éviter toute diffusion non souhaitée dans le milieu naturel. Vous avez l'enjeu également du bien-être animal. On parle de plus en plus de bien-être animal au niveau des animaux terrestres, mais ça commence à concerner aussi les poissons. J'entends souvent la réflexion comme quoi les poissons ne souffrent pas. Moi, je n'y crois pas trop, mais c'est certainement un enjeu qui va devenir de plus en plus important dans les années à venir. Et les enjeux sociaux, on parlait de pêche illégale qui est souvent associée en haute mer à des pratiques d'esclavage humain. Et dans le domaine de l'aquaculture, il y a aussi des gros problèmes
dans certains pays des problèmes de conditions de travail, que ce soit au niveau des adultes, au niveau le travail des enfants, notamment autour d'élevage de crevettes, comme dans des pays comme la Thaïlande ou d'autres pays asiatiques, où c'est des enjeux également qui doivent être connus, parce que c'est des produits, on peut consommer des produits qui, sans le savoir, ont été produits dans ces conditions peu humaines. Madame Vallée, je vous laisse vous diriger vers la conclusion, s'il vous plaît. J'y arrive. Parfait. Ici, oui, c'est vrai que c'est un sujet où il y a beaucoup d'informations à faire passer. Ici, vous avez les critères de durabilité au niveau de l'aquaculture. Donc, il faut se renseigner donc à l'échelle de l'exploitation de la ferme, au niveau de la méthode et de l'impact de l'environnement. Donc c'est pas toujours simple, parce qu'on n'a pas forcément la ferme à côté de chez soi, et quand bien même on n'est pas forcément expert de ces sujets, et notamment des enjeux de l'alimentation. Donc vous avez des écolabels qui vous garantissent qu'un certain nombre de critères de durabilité ont été pris en compte. Donc vous avez l'écolabel bio ou ASC au niveau de l'élevage, et l'écolabel MSC que vous connaissez peut-être au niveau des produits de pêche. Donc là, je passe rapidement. Ici, vous avez quelques cartographies qui vous montrent comment nous vous présentons ces données sur le guide des espèces qui est produit pour aider tous les acheteurs sur ces sujets. Donc vous avez l'état des stocks en fonction des différentes zones et différentes couleurs pour vous indiquer les provenances à favoriser et les provenances à éviter. Ici, je reviens sur l'anguille parce que nous avons lancé une campagne parrainée par Olivier Rollinger. C'est la deuxième année où nous lançons cette campagne, puisque la réglementation n'est pas adaptée à la réalité de la ressource. Les chefs cuisiniers, c'est comme ça que s'exprime Olivier Rollinger. Nous, en tant que chefs, on a le pouvoir de choisir ce qu'on met dans l'assiette. Donc on dit non à l'anguille, et à 5000 chefs restaurateurs qui nous suivent au niveau français, européen et international, et qui soit ont suspendu l'anguille, soit s'engagent à ne pas en servir. En conclusion, les principaux critères de durabilité qui vous sont rappelés ici, et puis un petit message de fin. Il y a une grande diversité d'espèces. Je le disais en introduction, les principales espèces que nous consommons, saumon d'élevage, cabillaud, thon, crevettes, pour la plupart espèces d'importation. Il y a des espèces plus proches de nous qui méritent d'être valorisées également, qui sont souvent méconnues. Il faut pouvoir aussi les découvrir et les savourer. Mais d'une manière générale, il faut aussi appliquer ce que l'on commence à bien intégrer au niveau des protéines animales. Consommons moins et mieux. Ça ne concerne pas que les protéines terrestres, les protéines animales terrestres, les protéines aquatiques également. Il faut vraiment réduire notre consommation si on veut pouvoir en profiter sur le long terme et préserver ces ressources précieuses, parce que à la fois pour un enjeu environnemental, mais peut-être aussi pour des enjeux de santé, puisqu'il y a les enjeux de pollution qui commencent à être de plus en plus présentes, et la pollution qu'on jette dans les océans se retrouve également dans nos assiettes. Je vais m'arrêter là en vous présentant les outils qu'on met à votre disposition, le guide des espèces pour les acheteurs professionnels en produits de la mer, et nous avons développé une application mobile également qui est téléchargeable et accessible à tous, où vous retrouvez les recommandations d'achat qui sont présentes dans ce guide. Voilà, je m'arrête là. Désolée si j'ai été trop longue. Pas de souci. Merci à tous les deux. On prend peut-être 3 minutes de questions, s'il y en a quelques-unes. Oui. Alors pour la vidéo, je me permets juste peut-être de répéter la question de monsieur. Il évoque le quota du nombre d'humains sur Terre. C'est pour ça que l'élevage
augmente en partie. Donc oui, vous avez tout à fait raison de le mentionner. On a à la fois augmenté notre propre consommation de produits de la mer à l'échelle individuelle et l'augmentation de la population mondiale fait bien sûr qu'on augmente ses productions d'une manière globale. Et ce qui explique en partie la progression de l'élevage au niveau mondial. Donc il faut fournir des protéines pour ces humains, en effet, mais jusqu'où? Une autre question, monsieur? On peut faire manger beaucoup de vers de toutes sortes pour avoir des protéines, mais on ne peut pas faire des élevages de vers pour nourrir les poissons, justement, plutôt que des farines. C'est en cours, c'est en expérimentation et même au-delà, je crois. On nourrit des poissons avec des vers. Ça peut être une des options que l'aquaculture verra dans les années à venir, en effet. Oui. Comment vous expliquez que tout le monde nous casse les pieds pour vendre de la viande française et le poisson vient de l'autre bout du monde et ça pose des problèmes à personne? Eh bien, je ne peux que adhérer à ce que vous dites. Après, au niveau des poissons, ce qui est important à savoir, c'est que il y a des poissons sur nos côtes. Il y a une grande diversité d'espèces. Il y a certaines espèces qui sont par nature très abondantes. C'était le cas du cabillaud, c'est le cas du hockey de Nouvelle-Zélande, c'est le cas du colin d'Alaska, espèce extrêmement abondante qu'on retrouve beaucoup dans les assiettes de la restauration collective et qui est durable, mais qui vient de très loin. Et notamment qui subit aussi le double trajet de double congélation pour certains d'entre eux. Je rêve de voir la même exigence des poissons qu'on applique au niveau de la viande, notamment dans les restaurants, pour les poissons. Si on voyait l'origine des poissons sur les menus des restaurateurs, ça ferait certainement bouger les choses en termes de prise de conscience, d'une part des restaurateurs et de la clientèle. On peut certainement trouver un panel de solutions entre une valorisation d'espèces côtières françaises, d'espèces des eaux européennes, d'espèces parfois un peu plus lointaines. C'est comme dans tout le reste de l'alimentation. On essaye de favoriser des produits agricoles français. On en a qui proviennent d'un peu plus loin, voire de temps en temps quelques produits. Les poissons d'eau douce, malheureusement, sont fort impactés actuellement par tous les enjeux de pollution. Mais les poissons d'eau douce, c'est quelque chose qui mérite d'être mieux développé, mieux connu et davantage servi sur les tables. Je suis entièrement d'accord avec vous. Mais il faut, pour cela, il faut agir sur l'ensemble des interactions. En résumé, quel est le poisson qu'il faudrait mettre à la carte de nos restaurants? J'ai pas une solution. C'est pas un poisson, c'est une diversité d'espèces. Vous avez et en fonction. On va éliminer les chaluts qui râpent les fonds parce que ça vous dit tout. D'accord, ça on va compris. Mais finalement, quelle est la bonne solution à viser? Certains, c'est la saisonnalité, d'autres non. Il faut éviter les doubles congélations. Il faut de toute façon éviter les congélations tout le monde. Il faut éviter les trucs qui font autour de la planète avant d'arriver chez nous. Okay. Mais est-ce qu'on a une solution facile à appliquer? Alors là, je vous présente par exemple la carte du merlu européen. Si le merlu vient des côtes atlantiques, il est durable. Il faut impérativement éviter le merlu de Méditerranée qui est effondré. C'est un exemple assez simple dans ce cas-là et qui permet de valoriser une espèce française, européenne, qui se porte bien. Mais il faut faire attention à sa provenance et le méditerranéen, il faut vraiment l'exclure parce que là, sa situation est dramatique. Mais pour chaque espèce, malheureusement, actuellement,
il y a peu d'espèces où on peut vous dire c'est vert, quelle que soit la provenance. C'est ça le problème. Oui, mais comment on fait? Parce qu'en fait, au même titre que le client, quand il passe la porte du restaurant, il se fout de savoir si son bœuf vient d'Uruguay ou s'il vient d'Allemagne. J'ai jamais vu quelqu'un quitter un restaurant en disant je mange pas chez vous parce que le bœuf il n'est pas français. Le poisson, ça va être pareil. Alors qu'il y a des campagnes quand même qui essayent de faire comprendre aux gens que le local c'est quand même pas mal, que, comment vous dire, une vache, en 5 ans, elle va faire 600 kilos à peu près. Pour la nourrir, elle va bouffer 235 tonnes d'aliments qui ne sont pas produits en France, qui viennent de l'étranger. Donc il en faut des conteneurs. Donc à mon avis, la vache, on ferait mieux d'élever au pays où on fait ce qu'elle mange et faire un seul voyage avec la viande. Mais c'est un autre débat. Il n'y a actuellement aucune campagne de sensibilisation sur la provenance des poissons. Comment va-t-on expliquer à nos clients? Bah non, écoutez, j'ai plus de cabillaud parce que à cette période de l'année, de là où il est pêché, c'est pas une bonne idée. Alors là, on passe au scrape de la comment on fait? Eh bien, c'est là où on est là pour vous aider. On est là pour vous aider en fonction des espèces que vous souhaitez mettre au menu. On peut vous conseiller sur les provenances durables, les provenances non durables, à l'aide d'outils, mais sinon, dans ce guide et sur l'application Éthique Océan. Et on est là pour vous... Voilà. Et ce qui reprennent... Oui, pardon. Non, mais justement par rapport à ça, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui manque, c'est l'action de lobbying auprès de l'Union européenne pour imposer la même exigence qu'on a imposée aux producteurs de viande, au niveau du poisson, parce qu'aujourd'hui, vous allez devoir indiquer les origines sur vos viandes, quelles que soient les viandes, et sur le poisson... De naissance, d'élevage et d'abattage. Et puis sur le poisson, il y a deux choses, c'est qu'effectivement, l'histoire de la production, on n'en parle jamais. Les moyens de production, si, bien sûr, au niveau des grandes surfaces, mais c'est écrit l'obligation d'indiquer les modes de production au niveau des étiquetages des grandes surfaces. Okay. Les étiquettes, il faut des loups. Et puis celle, je ne suis pas sûr que ça parle à grand monde, mais ça c'est un vrai sujet. Et puis la deuxième partie, c'est à un moment donné, vous parliez de la double congélation. Quand vous faites, est-ce que vous avez déjà fait des études auprès du grand public pour savoir quel est le pourcentage de gens qui savent ce process-là? Mais ça peut être intéressant en termes d'éducation. C'est pas connu. Beaucoup de professionnels même ne le savent pas. Donc, c'est important au niveau de la réglementation, peut-être au départ. Est-ce qu'il y a des actions, par exemple, de votre organisme Éthique Océan, des actions de lobbying auprès des députés européens pour essayer de faire un peu bouger les choses? Alors ça c'est une très très bonne question. Notre façon de travailler, notre stratégie, c'est ce genre de réunion avec des professionnels tels que vous. Il y a d'autres ONG qui ont ce rôle de militantisme et de lobby auprès des pouvoirs politiques. On suit ce qui se passe, bien évidemment, au niveau politique. On mène quelques actions de plaidoyer comme celle-ci, ce que je vous ai expliqué au niveau de l'anguille. On l'avait fait aussi au niveau du thon rouge. Mais avec notre stratégie, c'est mobiliser les acteurs professionnels pour faire changer les choses. Parce que la réglementation, il faut qu'il y ait des ONG qui agissent en direct. Mais ce n'est pas notre stratégie à nous. Il y a différentes stratégies, différentes ONG, différentes stratégies. Et nous, on est persuadés que c'est le monde privé, que ce sont les acteurs de la filière qui arriveront à faire bouger les choses plus rapidement. La pêche, c'est comme l'agriculture, c'est une politique européenne. En 2014, il y a eu une grande réforme de la politique commune des pêches qui avait inscrit qu'en 2020, tous les stocks européens devaient être pêchés au niveau durable, c'est-à-dire suivre les recommandations scientifiques. Il y a encore à peu près 20% de stocks qui ne suivent pas les recommandations scientifiques. Donc d'emblée, on autorise la surpêche. Donc, oui. Elle est là pour vous. Et là-dessus, on peut demander, j'achète quoi aujourd'hui? Oui. 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 Enfin, vous avez les informations à demander auprès de votre fournisseur. Oui, non, ça va pas. Ça va pas.
Oui. En fait, on est la cible de toutes les réglementations et de toutes les bonnes intentions et de toutes les applications, puisqu'on est des faits maison et qu'on est fait et que c'est notre engagement. Oui. Ce qu'on demande, c'est des solutions, pas des En réglementations. termes de marketing, pour le valoriser, parce que tout ce que l'on fait comme engagement, ça a un coût économique pour notre entreprise qui n'est pas forcément revalorisé dans le prix de vente de notre assiette. Et là, maintenant, à l'heure économique, aujourd'hui, où on est quand même très impacté partout et que chaque engagement coûte, ça c'est topissime. L'application, elle va être un outil pratique de recherche, mais au-delà de ça, c'est la valorisation, puisqu'on n'aura pas l'écho avec votre ONG du lobby. C'est quelque chose de marketing facilitant pour engager. Alors, Vous voyez l'application en question, quand on demande quel poisson j'achète aujourd'hui, on attend une variété de poissons et une provenance de poisson à demander à son poissonnier. oui. Mais pas 40 000 pages de renseignements qu'il faut distiller pour essayer d'avoir une réponse soi-même. Alors, adhérer à une application comme ça, pourquoi pas une plaque éthique océan, ça pourrait être un agrément où vous pouvez peut-être demander un petit subside, parce que finalement, vous non plus, vous n'êtes pas un établissement philanthropique, mais une application, c'est une application qui répond à vos questions, et pas qui vous fait un exposé où vous vous démerdez pour trouver la réponse. Je suis entièrement d'accord. On est là pour vous aider. On est là pour vous aider. C'est un sujet complexe. Non, Éthique Océan, vous pouvez la télécharger. Bon, je vous propose qu'on poursuive cet échange et ces précisions. Je vous laisse répondre, si vous voulez, Madame Vallée, sur cet aspect-là. Renvoyez peut-être le... Oui, indépendamment du fonctionnement de l'application, je pourrais vous montrer comment elle fonctionne. Il y a peut-être un bug. Mais sinon, des recommandations, cette application, ce sont les recommandations d'achat concrètes en fonction des données scientifiques et de l'état des stocks. Et à côté de ça, vous parliez de valorisation d'engagement. Mais ça sera peut-être un sujet pour une autre fois. Mais on propose aussi une charte d'engagement pour les restaurateurs qui s'engagent à faire attention à ces critères. Il y a une charte Éthique Océan qui permet de valoriser votre engagement auprès de votre clientèle et d'informer votre clientèle que vous suivez les critères Éthique Océan. Ça, on pourra en reparler. Je suis là pendant ces 2 jours. Donc, mais sinon... C'est le seul moyen, malheureusement, vos fournisseurs vous proposent des produits durables et des produits non durables. On espère qu'un jour, des fournisseurs vous proposeront une gamme durable où tout ce travail sera déjà fait en amont. Ça n'existe pas pour le moment. C'est vos questionnements, vos engagements qui arriveront à faire bouger les fournisseurs. On commence à le voir, il y a des fournisseurs qui ont été contactés il y a une dizaine d'années. Ce sujet a été prématuré, ce n'était pas un sujet d'actualité pour eux. Et maintenant, des fournisseurs nous recontactent en nous demandant de les rencontrer de nouveau pour voir ce qu'on peut faire ensemble, parce que de plus en plus de chefs, de plus en plus de restaurateurs leur demandent s'ils suivent les critères Éthique Océan et leur demandent des produits qui suivent ces critères, parce qu'ils veulent faire bien, ils veulent faire durable. Et ils n'arrivent pas, avec les mercuriales ou les bases de données que vous avez des fournisseurs, c'est impossible de faire un choix durable. Je le conçois tout à fait. Merci à vous deux. On va pouvoir poursuivre les discussions. Merci à vous et à demain.